Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. En ce moment je fais des vidéos sur le TDAH puisque je suis autiste mais j'ai aussi un TDAH. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo plus témoignage en fait sur la façon dont je vis mon TDAH et notamment sur le fait que mon TDAH ne soit pas très flagrant, soit plutôt discret. Donc je vais parler de ce qu'on pourrait nommer le TDAH invisible. Puisqu'on peut avoir un TDAH et être quelqu'un de très calme, enfin, en apparence, très discret, voire introverti, timide, comme c'est mon cas. En fait, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on est calme, déjà, c'est deux choses différentes, il me semble. Puisque moi, en fait, c'est plus que je contiens mon impulsivité, que je prends sur moi beaucoup, beaucoup. Mais par ailleurs, à l'intérieur de moi, c'est un volcan. Voilà, souvent. Donc il faut aussi apprendre à gérer ça. Et c'est vrai que souvent on imagine le TDAH, quelqu'un de très explosif, extraverti, qui bouge beaucoup, qu'on remarque en fait. Et moi c'était tout le contraire. Donc moi j'étais quelqu'un de très discret, voire effacé. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à réaliser que j'avais un TDAH. Et puis il y a aussi le fait que comme j'étais aussi autiste, quand j'ai su que j'étais autiste, j'ai mis toutes mes difficultés sur le compte de l'autisme. Et en fait, ça a retardé le diagnostic, alors qu'en fait, j'avais beaucoup de difficultés aussi d'organisation, une fatigue cognitive, une impulsivité qui était liée au TDAH et que je ne comprenais pas exactement et pour lesquelles j'avais pas de réponse parce qu'en fait, on me disait juste bah, c'est parce que vous êtes autiste, mais c'était pas clair. Donc voilà, donc là, l'autisme peut aussi masquer le TDAH, la personnalité et l'autisme. Donc on peut aussi avoir un TDAH et ne pas s'en rendre compte, tout de suite en tout cas. On peut avoir un TDAH et réussir sa scolarité à peu près correctement, sa vie professionnelle à peu près correctement. Il y aura toujours quand même une fatigue, des difficultés, mais elles ne seront pas mises sur le compte du TDAH. Et d'ailleurs, le prix à payer, souvent, ça sera beaucoup d'anxiété, parce qu'en fait, on surcompense, on se suradapte, beaucoup de fatigue, voire parfois même des épisodes dépressifs, du rejet aussi social, parce qu'en fait on peut faire comme les autres, mais pas tout à fait non plus comme les autres, vous voyez ce que je veux dire? Et donc toutes ces petites différences, ces petits bugs, en fait parfois ça va nous être reproché, on va se reprocher à soi-même, sans voir qu'en fait c'est lié à des difficultés cognitives, etc. Voilà, multiples. On peut aussi donc avoir des difficultés, les constater, mais ne pas les mettre sur le compte du TDAH et se dire c'est autre chose. Et en fait, souvent on se colle une étiquette, ou alors on nous colle à nous une étiquette. Donc on va se croire, par exemple, bordélique, désorganisé toute sa vie, tête en l'air, soupolé aussi, excessif, hypersensible, borné, paresseux, rebelle. Et en fait, on voit pas que ce ne sont pas des traits de caractère, mais que ce sont des réponses comportementales à une différence neurologique, à des difficultés internes, à notre façon de fonctionner différemment de la norme. Et les gens aussi vont pas trop le comprendre. Donc c'est vrai que ça peut être difficile parce que justement on peut s'enfermer dans ces étiquettes pendant très longtemps. Et puis c'est aussi très culpabilisant pour soi, pour l'estime de soi, c'est dur. Et d'ailleurs le discours il faut pas avoir de diagnostic parce qu'il faut pas s'enfermer dans une étiquette, ça m'énerve. Parce qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est justement quand on pose un diagnostic qu'on sort de l'étiquette et qu'on voit que, en fait, c'est pas une fatalité. Ah non, c'est pas un truc qui est interne à notre personne. En fait, c'est pour ça que moi, j'aime pas non plus quand on parle de timidité. Je trouve que c'est dur. Pour moi, est-ce que c'est de la timidité? Donc quelque chose qui serait inhérent à notre personne et qu'on pourrait pas changer, qu'il faudrait accepter, mais qui est quand même quelque chose qui est mal vu, qui est assez honteux? Ou bien est-ce que ce serait pas de l'anxiété sociale qui est liée à une hypersensibilité, à des maltraitances familiales, à une faible estime de soi ou à un trouble du neurodéveloppement ou un mélange de tout ça. Voilà, donc en fait c'est tout le contraire. Quand on pose un diagnostic, justement, on comprend. Et moi c'est ce qui s'est passé. En fait j'ai eu une sorte de double charpe de plomb qui s'est levée. Premier charpe de plomb qui s'est levée quand j'ai compris que j'étais autiste, et deuxième charpe de plomb quand j'ai compris que j'avais un TDAH. Et qu'en fait, ce côté que j'aimais pas chez moi, d'un peu rêveur, d'un peu qui part dans tous les sens, de
confus, de parfois je suis hyper efficace et puis parfois pas du tout, que j'acceptais pas chez moi, en fait, j'ai compris que c'était lié au TDAH. Et donc ça permet quand même d'avoir de la compassion pour nous-mêmes, un peu d'indulgence. Ça permet de gagner en estime, de se dire bon voilà, alors sans se trouver des excuses, parce que c'est pas non plus, il faut pas non plus tout mettre sur le dos du TDAH et se dire ah, je suis paresseux parce que j'ai un TDAH donc je ne fais plus d'efforts et tout. Mais en tout cas, ça permet justement de ne pas voir ces traits comme quelque chose de figé, mais d'essayer de rendre ça plus souple, de trouver des solutions pour nous faciliter la vie à travers une bonne connaissance de ces difficultés déjà. Pourquoi pas un travail avec une psy, une TCC, thérapie brève et comportementale, voire une médication par rapport à ces difficultés d'attention. Donc on a des solutions quand on sait pourquoi on a ces difficultés. Alors que quand on ne sait pas, forcément, c'est une sorte de, voilà, de condamnation à vie. On est comme ça, on restera comme ça. Donc c'est important aussi d'être bien clair avec soi-même. Et puis donc, comme j'ai déjà dit, pourquoi on a du mal avec le TDAH invisible? Parce qu'on a cette vision caricaturale du TDAH. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes, mais vraiment le garçon, l'enfant déjà, pas l'adulte, parce que certains pensent qu'à l'âge adulte, ça disparaît. En fait, ça disparaît pas, ça se compense, mais ça se compense au prix de nombreux efforts, une fatigue, de l'anxiété. Voilà, première chose. Deuxième chose, on pense à un garçon qui va bouger partout, qui va se lever de sa chaise, etc., qui tient pas en place, très agité. En fait, ça, c'est l'hyperactivité. Et en fait, on a une vision même de l'hyperactivité qui est caricaturale. C'est-à-dire que l'hyperactivité, on peut aussi avoir une hyperactivité compensée à l'âge adulte. Donc c'est un adulte qui va pas se lever à tout bout de champ et bouger, mais qui va toucher des objets, qui va bouger ses jambes, vous voyez, tous ces petits trucs. Ça peut aussi être une hyperactivité interne, internalisée, donc l'hyperactivité mentale par exemple, dont j'ai déjà parlé à travers la tachypsychie, où là on est très immobile, très calme en apparence, mais à l'intérieur de soi, ce n'est pas calme. Voilà, donc moi typiquement je suis comme ça. En fait, je pense qu'il faut considérer le TDAH comme un spectre au même titre que l'autisme, avec des profils très différents en fonction des vécus des personnes, en fonction aussi des difficultés qui s'ajoutent au TDAH. Donc si vous avez un trouble anxieux, ou si vous avez des épisodes dépressifs, si vous avez en plus de l'autisme, etc., forcément ça ne va pas créer les mêmes profils, voilà. On pense aussi donc à une personne TDAH qui serait très impulsive, sans filtre en fait. Donc en fait on pense toujours à une personne qui extériorise énormément et on pense pas donc à une personne qui va au contraire, comme moi j'ai fait, beaucoup prendre sur soi, beaucoup internaliser, beaucoup compenser. On pense pas à toutes ces stratégies là. Donc moi je suis impulsive mais ça se voit très peu, c'est des petites choses comme ça. Alors sauf quand je suis fatiguée, où là ça peut exploser. D'ailleurs ça explose d'un coup, les gens ne comprennent pas. Parce que je passe un peu de... Je suis très calme, d'un coup j'en peux plus et je suis plus du tout calme. Voilà. On a aussi des préjugés sur l'attention, sur les troubles de l'attention dans le TDAH. En fait il y a un malentendu parce qu'on croit que le TDAH c'est avoir des problèmes d'attention. Point. Déjà c'est pas ça, pas uniquement ça. Et en fait on imagine une personne aussi avec TDAH qui est dans l'impossibilité radicale de se concentrer, dans l'impossibilité de rester assis, de faire ce qu'on lui demande, de s'intégrer. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, dans le cadre de l'attention, c'est pas tant qu'on a des difficultés d'attention. C'est qu'en fait, le TDAH, on dit, c'est un trouble de la régulation de l'attention. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments où on n'arrive pas du tout à se concentrer et des moments où on se concentre très bien. Je vais même dire trop. C'est ce qu'on appelle aussi l'hyperfocalisation qu'on trouve dans l'autisme, où en fait, là, vous êtes complètement dans votre bulle et vous êtes à fond et ça peut durer des heures si vous êtes intéressé. En fait, si vous avez la motivation pour le faire, la fameuse dopamine, dans ce cas-là, vous allez avoir une attention extraordinaire. Et c'est pour ça que parfois, les professionnels qui ne connaissent pas ça, ça m'énerve, ils vont vous dire vous n'avez pas un TDAH parce que vous savez vous concentrer. En fait, cette phrase, elle ne veut absolument rien dire. Une personne avec TDAH, c'est une personne qui à des moments a des pics d'attention et à des moments a des gros downs d'attention. Et c'est ces moments-là en fait où justement c'est ça qui traduit le TDAH. C'est cette irrégularité et aussi le fait que ça fait complètement baisser nos performances et que ça nous entrave dans notre quotidien. Qu'on en arrive du coup à
à plus être capable en fait de fonctionner correctement, de travailler, de suivre le rythme en fait. Voilà. Donc attention à tout ça. D'ailleurs, il y a des personnes avec TDAH qui arrivent très bien à performer, je sais pas si ça se dit, à réussir, justement si ça les intéresse. Mais à un moment donné, ça va s'effondrer si ça les intéresse plus. Donc c'est pour ça que parfois ça crée à l'école, notamment des parcours, parfois les personnes en fait s'en sortent très bien, puis à un moment elles s'en sortent plus du tout, et là c'est pratiquement l'échec scolaire. Ou alors dans les matières, en fonction des matières où on va avoir 18, puis des matières où on va avoir 5. Voilà. Et en fait, il y a des mots, c'est vrai qu'il y a des matières où on est nul, quoi. On est nul parce qu'en fait, ça nous intéresse pas. Et donc, on n'arrive pas à travailler. C'est vraiment... il y a aussi la notion d'effort. Ça nous demande un effort surhumain d'aller au-delà de toute cette lourdeur cognitive, en fait, de tout ce qu'on doit mettre en place au niveau exécutif pour y arriver. Et c'est trop dur. Hein. Et moi-même, qui ai toujours beaucoup bossé, qui ai toujours été assez sérieuse à l'école, il y avait vraiment des moments où j'étais médiocre parce que j'arrivais pas à justement à compenser cette fois le TDAH. Donc pour parler de moi justement, et de mon TDAH invisible, donc moi j'étais une enfant avec un TDAH, mais ça ne se voyait pas, parce que j'étais extrêmement calme. J'étais extrêmement concentrée en apparence. Je me rappelle de ma maîtresse de CP qui m'avait prise en exemple devant toute la cantine en disant regardez comme elle est sage, regardez, prenez exemple sur elle. Et en fait, je pense que c'était vraiment pas... Elle avait vraiment pas compris qu'en fait j'étais beaucoup trop calme, beaucoup trop sage, que déjà ça voulait dire quelque chose parce qu'en fait j'étais pas bien. Premièrement, et deuxièmement, être aussi sage, c'est que ça cache quelque chose aussi en interne. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tellement paralysée par tout ce que je ressentais, tout ce que je prenais de mon environnement, que je n'arrivais pas à être dans l'interaction, être dans le moment en fait. C'était presque comme si je me dissociais. Voilà, donc c'était pas une bonne chose du tout d'être calme. Bon. Donc j'ai toujours été calme et discrète et pourtant je suis diagnostiquée avec une forme combinée, donc je tiens à le dire, donc c'est-à-dire que j'ai un TDAH avec difficulté attentionnelle, impulsivité, hyperactivité. Moi j'ai le jackpot. Voilà, alors comment c'est possible? Donc dans mon cas il y a beaucoup eu quand même l'environnement qui a joué et qui m'a conditionnée à être comme ça, à être très calme, à ne pas me faire remarquer. Donc notamment mon environnement familial, puisqu'en fait, dès le début, j'ai compris que je ne pouvais pas être tout à fait moi-même dans cette famille, que j'avais pas le droit d'exprimer mes émotions, et du coup, j'ai tout intériorisé. On m'a aussi beaucoup éduquée dans l'idée que les autres devaient passer avant moi, que je devais, voilà, je devais vraiment prendre en compte les autres, et du coup, j'ai tout fait ensuite dans ma vie pour ne pas gêner les autres, pour ne pas justement leur causer du tort par mes états d'âme, par mon anxiété, mes difficultés, ce qui fait que j'ai beaucoup là encore contenu et j'ai beaucoup masqué par rapport à une personne impulsive qui finalement elle part au quart de tour mais elle se rend pas compte qu'elle fait du mal à l'autre. Moi j'avais quand même vachement peur de ça. Donc parfois j'y arrivais pas toujours, mais souvent je faisais quand même très attention et donc c'est ça qui me rendait très aussi discrète et, parce que j'avais peur de blesser l'autre. J'ai aussi reçu une éducation genrée, donc en tant que fille, il fallait que je sois un peu la petite fille modèle, donc sage, très sérieuse, et du coup ça aussi ça m'a conditionnée bonne élève, tournée vers les autres, altruiste, tout ça, donc ça aussi ça m'a conditionnée à ne pas m'exprimer. Donc en fait j'étais jamais finalement invitée à écouter ce que je ressentais, à écouter mes besoins, mais c'était tout le temps tourné vers l'extérieur, j'étais tout le temps amenée à m'adapter à mon environnement et à prendre en compte beaucoup l'environnement, à prendre en compte beaucoup les autres. Donc après, certes, ça m'a aidé à m'adapter, mais d'un autre côté, j'ai mis beaucoup de temps du coup à revenir à moi-même et à me recentrer. Et quand on dit être centré sur soi, en fait, c'est pas de base, c'est pas une mauvaise chose d'être centré sur soi. C'est juste d'être dans son centre pour s'écouter, en fait, pour pouvoir ensuite justement être dans une relation à l'autre. Mais on peut pas être totalement tourné vers l'autre et s'oublier soi-même. Comme on peut pas non plus être totalement centré sur soi dans le sens hyper égocentrique, tout ça, ce qui est plutôt la norme malheureusement dans notre société actuelle, et ne pas prendre en compte l'autre. Donc moi c'était l'inverse en fait, c'était trop tourné vers l'extérieur, voilà. Malgré tout ça, j'ai quand même été repérée par mon institutrice de maternelle, donc mes difficultés se sont vues assez tôt, liées au TDAH je pense, et à l'autisme, mais par exemple le fait que
je n'arrivais pas à me canaliser, ça s'exprimait par je tombais tout le temps. J'allais trop vite. Et donc, mon institutrice pensait que j'avais un retard moteur, sous-entendu retard intellectuel un petit peu. Et donc j'ai dû faire des séances de remédiation chez une psychomotricienne. Ensuite, ce côté précipité, ça s'est aussi vu dans mon langage, puisque je parlais trop vite, donc je bégayais beaucoup. Pourquoi? Parce que j'essayais de suivre le fil de mes pensées là, qui fusaient dans ma tête, et en fait, du coup, ça sortait dans tous les sens, ça sortait pas dans l'ordre, c'était désorganisé, voilà. En fait, il y avait le côté aussi émotionnel, j'arrivais pas trop à me contenir, à gérer mes émotions, et en même temps le côté impulsif, et en même temps avec la tachypsychie, toutes ces pensées qui m'arrivaient en permanence, et donc ça faisait que, voilà, j'étais assez confuse et incohérente, et donc tout ça, ça a fait que j'ai aussi dû faire des séances chez une orthophoniste, et encore aujourd'hui, j'ai des difficultés avec ça, des difficultés aussi d'articulation, notamment quand je suis très fatiguée, ou sous le coup de l'émotion, voilà, du mal aussi à mettre en ordre mes idées, donc tout ça j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la tachypsychie. Mais voilà, donc ça a été un début de scolarité compliqué, mais là encore, j'ai beaucoup intériorisé et donc j'ai beaucoup pris sur moi, et comme j'arrivais quand même à compenser scolairement, j'ai réussi à masquer plus ou moins longtemps les choses, et donc on m'a un peu laissé tranquille. Mais ça m'a quand même, ça a quand même été dur pour moi, parce que dès le début, j'ai intériorisé aussi une forme de honte. C'est-à-dire, en fait, j'ai bien compris que mes parents, mon institutrice avaient eu très très peur que je sois pas normale, que je sois différente, que je sois déficiente, je sais pas. Et donc, ça m'a poussée par la suite aussi à tout faire pour masquer mes difficultés et pour paraître normale. Parce que j'avais très très peur, justement, je sentais que c'était dangereux pour moi de pas l'être. Voilà. Donc ça, c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai toujours été assez inhibée, on va dire, enfin très discrète, voire effacée. Alors après, est-ce que c'était mon trait de caractère de base qui s'est aggravé avec mon éducation, avec le cadre scolaire, ou est-ce que c'était uniquement une construction en fait liée à la peur d'être rejetée? Je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, je pense que j'avais quand même dès le départ un tempérament introverti. J'ai jamais été très, voilà, très waouh, très extravertie. Mais ça s'est aggravé, donc en fait vraiment j'étais tellement discrète par moments qu'on ne me voyait pas, on m'oubliait. C'était vraiment, on faisait l'appel, on m'oubliait. Enfin, vraiment je me faisais oublier, c'était clairement... Donc c'est paradoxal pour une personne qui a un TDAH, où on imagine au contraire une personne qui va énormément se faire remarquer, réclamer d'attention, qu'il faut canaliser tout le temps. Voilà, moi c'était le contraire. Mais en fait j'étais une fausse calme, puisqu'à l'intérieur de moi c'était un volcan que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à maîtriser. Et d'ailleurs, je parle de ça pour expliquer que pourquoi mon TDAH était aussi discret, c'est aussi lié à cette profusion en fait d'émotions et de pensées qui crée une telle confusion que ça m'anesthésiait en quelque sorte. Et donc, ça donnait un peu l'impression que j'étais un peu éteinte. Pourquoi? Parce que j'avais tellement à gérer en interne que je ne pouvais pas, en fait, je manquais d'énergie pour m'extérioriser et pour faire l'étape 2, quoi. L'étape 2, c'est-à-dire interagir, faire ce qu'on attend de moi. Moi, j'étais déjà à j'étais bloquée à l'étape 1 qui consistait à essayer de comprendre, de démêler mon cerveau. Et donc, ça aussi, ça expliquerait pourquoi j'étais aussi calme en apparence. C'est que déjà, j'étais un peu en train d'essayer de ranger ma tête en fait. J'essayais de ranger ma tête avant de pouvoir faire ce qu'on attendait de moi. Il y avait ça, et ce côté aussi du coup très émotif que j'ai toujours eu. Donc j'étais très impressionnée par mon environnement qui m'intimidait. Donc j'ai toujours été très timide et émotive aussi. Et donc l'intensité de mes émotions était telle que justement j'étais bloquée parce que ça me coupait le souffle. Et donc ça me rendait un peu inhibée. Au lieu de les exprimer de manière explosive, moi j'étais presque un peu sidérée par la violence que je pouvais ressentir. Voilà, puissance 1000 en fait, de tout ce que je percevais de mon environnement. Donc ça aussi, je pense que c'est lié à l'autisme, hein, mais du coup ça faisait que j'étais vachement en retrait. Voilà, et ça je l'ai toujours, ce côté quand je suis hyper émotive, quand j'ai une émotion très forte, je peux plus être dans la situation en fait, je suis obligée de mettre un peu à distance pour récupérer. Il y avait ça, et puis aussi toujours la peur de blesser les autres.
d'être rejetée, qui faisait que j'osais pas non plus vraiment être moi-même, enfin, à exprimer mon TDAH comme j'aurais voulu peut-être l'exprimer. Et pour autant, il y avait quand même toujours des petites choses, chasser le naturel et revient au galop, où j'allais couper la parole, j'allais parler trop vite, être très volubile, d'un coup me mettre à parler. Parce qu'en fait, moi, quand je suis à l'aise avec les gens, je suis nature peinture. Je parle énormément, vraiment, je suis rayonnante, j'adore partager tout ça. Mais quand quelqu'un, par contre, je le sens pas ou je me sens mal à l'aise, alors là, c'est le blocage total. Donc c'est vraiment blanc ou noir, où là, je vais être très, justement, à essayer de comprendre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je me sens mal. Et donc là, je vais être très en retrait. Mais ça dépend. J'ai aussi eu tendance à couper la parole, donc ça j'ai déjà dit, et aussi à finir les phrases des autres, beaucoup, 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 ce qui peut agacer, parce que je faisais même ça avec mes profs, parfois, spontanément. Voilà, là j'arrivais à dépasser ma timidité. D'ailleurs, pour la timidité, enfin, ce qu'on appelle timidité, mais c'est plus de l'anxiété sociale, c'était aussi beaucoup lié à l'autisme, je pense, et au fait que je comprenais pas tout de mon environnement social et de ce qu'on attendait de moi et des codes sociaux. Il y avait des choses que je trouvais très étranges, comme me mettre dans une salle de classe avec un bureau, assis toute la journée, à écouter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette... qu'est-ce que c'est que ces règles? Donc du coup très impressionnée comme ça à observer autour de moi, mais en fait tous les enfants sont assis sagement, c'est très bizarre cette scène, voilà. Je me souviens de ça, de pas comprendre. Et du coup ça me rendait un peu, ça me rendait anxieuse, ça me rendait maladroite, j'ai manqué d'assurance parce qu'en fait j'aimais pas exactement le moule dans lequel on essayait de me mettre. Et j'arrivais pas à m'affirmer, pour plein de raisons, mais aussi parce que voilà, j'étais un peu en incompréhension par rapport à mon environnement. Voilà. Mon TDAH donc s'exprimait aussi par des moments de grande rêverie, où j'étais complètement dans mon monde, et où en fait on avait l'impression que j'étais très concentrée, mais en fait pas du tout. J'écoutais pas du tout le cours, j'étais partie dans mes pensées, donc là encore à cause de ce flux de pensées qui m'emportait trop loin, et sur lequel je n'avais aucun contrôle. Et ça, en fait, je reviens dessus parce que souvent, il y a des enfants, on les voit, en fait, on a l'impression qu'ils gobent les mouches, ou ils sont toujours en retard, et en fait, c'est très énervant, mais c'est pas de leur faute. Enfin, s'ils ont un TDAH, c'est aussi lié à cette tendance, justement, voilà, d'avoir du mal, à ce manque de contrôle, en fait, ce manque de contrôle cognitif. C'est malgré eux, parce que c'est incontrôlable, hein, qu'ils partent comme ça dans leurs pensées. Mais c'est pas explosif, voilà, c'est un peu une forme d'hyperactivité, mais discrète. Après moi, mes formes d'hyperactivité, c'était toujours quand même avoir quelque chose dans les mains, dessiner pendant que j'écoutais les cours, bouger mes jambes, à la maison j'avais tendance à beaucoup me lever, j'ai beaucoup d'énergie en fait, donc cette énergie qui n'était pas comprise, aussi mal comprise, ça pouvait parfois me causer du tort. J'avais tendance à faire des crises, je sais pas si c'était des crises d'angoisse ou des crises de larmes, quand je devais trop patienter, trop attendre, parce que c'était trop coûteux pour moi, ça correspondait pas à mon niveau d'énergie, et ça aussi c'était... Ma famille avait du mal à comprendre en fait, voilà. Ce besoin de bouger, de faire des choses, je sais que plus tard ça m'a aussi causé du tort avec mes amis qui avaient l'impression que je les utilisais, que je ne les voyais que pour faire des activités avec eux. Alors qu'en fait c'est pas ça, mais c'est juste que moi il faut aussi que ce soit concret. On se voit pour une raison précise. Si on me dit c'est juste pour discuter, je suis un peu... Non, enfin c'est pas vrai, j'adore discuter aussi, mais parfois voilà, je sais que je voulais faire beaucoup de choses et que mes amis ne comprenaient pas trop. En fait, je compensais tellement que mes profs, ils pouvaient pas se douter que j'avais de telles difficultés. Et ce qui fait que aussi à l'école, on m'a jugé très durement en fait par rapport à d'autres personnes pour qui les difficultés étaient plus visibles et plus officielles. Moi, en fait, on me reprochait d'être trop effacée, trop timide, mais on voyait pas tous les efforts que je devais faire en fait pour gérer mes émotions, pour comprendre ce qu'on attendait de moi. J'avais quand même des difficultés attentionnelles qui m'ont vachement pénalisée dans ma scolarité parce que souvent je faisais du hors-sujet, j'allais trop vite, mes plans étaient mal construits, je loupais une partie des consignes et pourtant j'ai quand même fait les classes prépa, j'ai eu un master, mais en fait tout ça, j'ai compensé mais en travaillant énormément et j'ai pas eu la reconnaissance en fait des efforts fournis et ça c'est beaucoup dans le TDAH, qu'on fournit beaucoup d'efforts, pour ça quand on dit qu'on est paresseux, ça me choque. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats en fait. Voilà, donc il faut pas se décourager, mais bon, parfois c'est comme ça. En fait, il faut tester, il faut tenter des choses. Quand on a la motivation,
la dopamine qu'il faut, là on peut être à fond et bien travailler, mais si jamais on a moins la motivation, la catastrophe. Et puis mon attention fluctuante, ça faisait que je passais aussi pour une fille un peu instable, un coup elle s'intéresse en ça, puis un coup c'est ça. Et en fait, on voyait pas que j'étais quand même un peu dépendante de ce niveau-là de dopamine dont j'avais besoin pour fonctionner. Et que c'était aussi, pour moi, c'est très difficile en fait. C'est une souffrance quand en fait je m'ennuie, c'est horrible. Quand je sais pas quoi faire, quand je n'ai pas de but, c'est horrible. Et par rapport à mon attention, j'ai jamais été de manière très flagrante tête en l'air, mais par contre, je devais surcompenser en vérifiant 15 fois que j'avais bien fermé ma porte, que j'avais bien mes clés, que machin. Donc en fait, je surcompensais, mais c'était un effort coûteux quoi pour moi, en termes d'énergie. Donc oui, j'ai jamais rien oublié. J'ai perdu peu de choses dans ma vie, mais c'est au prix de X vérifications. Voilà. Dans mes relations sociales, du coup, il pouvait aussi y avoir du jugement parce qu'on comprenait pas, là encore, vu que c'était invisible, invisibilisé, discret, et me rejeter aussi, par exemple, dans les moments où je me mettais en pause pour récupérer parce que j'étais trop surchargée, surstimulée. Bon, ça, c'était aussi l'autisme, je pense. Mais le fait d'être introverti, en fait, on vous le pardonne moins, j'ai l'impression, dans cette société. Le fait d'être tête en l'air. Parfois, le fait d'être très explosif, affirmé, en fait, ça vous donne une sorte d'aplomb. Et les personnes comme moi qui, au contraire, sont plus un profil discret, introverti, ça inspire plus le mépris, souvent, qu'autre chose. Et du coup, pour finir, je dirais qu'avoir un TDAH calme, ça peut aussi amener voilà, plus de jugement, d'intolérance et de rejet de la part des autres qui vont confondre nos traits de caractère avec nos difficultés liées au TDAH et donc pas forcément avoir l'empathie nécessaire ou l'aide nécessaire. Que le fait voilà, d'être mal vu, d'être introverti c'est mal vu, d'être rêveur ça peut beaucoup agacer, être tête en l'air ça donne l'impression qu'on est immature, qu'on sait pas s'organiser, alors qu'en fait on voit pas déjà nos difficultés réelles, tous les efforts qu'on doit fournir, voilà donc tout ça c'est vrai que c'est difficile. Les gens peuvent aussi ne pas nous croire quand on dit qu'on a un TDAH et qu'ils nous regardent, enfin qu'ils nous voient dans la vie. Ils peuvent ne pas nous croire et donc avoir du mal à s'adapter à nous accepter dans un premier temps avec nos particularités. Ou alors ils peuvent justement considérer qu'on est comme eux, donc plus nous accepter au contraire, mais après quand ils voient qu'il y a des petits bugs que c'est pas tout à fait comme eux, là ils peuvent vraiment nous juger très durement, nous rejeter, nous harceler, au moins signe de bizarrerie, et ça peut être très difficile à vivre. Voilà, c'est un peu comme si on était entre deux, on n'a pas le droit d'avoir le statut de TDAH à part entière. On est quand même accepté par les gens, mais par contre, à la moindre erreur, ils ne nous le pardonnent pas. Voilà, donc je dirais que par rapport à l'autisme, c'est un peu différent. Mais faut pas minimiser quand même la souffrance des personnes avec TDAH, le vécu, l'histoire compliquée, justement scolaire, que parfois une personne autiste n'a pas. Une personne autiste, elle peut se raccrocher au scolaire si c'est son intérêt spécifique. Elle peut justement, ça peut lui donner un cap. Et elle peut avoir cette reconnaissance à travers ça. Alors qu'une personne TDAH qui est plus créative, qui est plus voilà entre les lignes, tout ça, elle va pas avoir cette reconnaissance scolaire. Donc ça peut aussi donner des personnes avec voilà, peu d'estime pour elles-mêmes, etc. Bon voilà, j'ai essayé de vous expliquer un peu mon TDAH invisible, mon TDAH calme. J'espère que ça vous aura aidé à mieux vous comprendre vous. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand, sur le TDAH ou sur l'autisme, on verra. Bonne fin de journée, ciao, bye bye.